revenir sur quelques chiffres. Euh, alors, les chiffres, il faut savoir que, on a quand même 40% des personnes âgées qui ne consomment pas d'alcool, contre 10% seulement dans la population générale. Majoritairement, chez les personnes âgées, on a des consommations dites d'usage qui sont socialement réglées, donc qui n'amènent pas à des problèmes sociaux ou des problèmes de santé. Dans la population générale, on note une maladie alcoolique entre 2 et 14% de la population des personnes âgées. Et 40% de consommation, c'est les personnes en situation de handicap, contre 34% de la population générale. C'est pour se faire un petit peu une idée et comparer des populations que vous pouvez rencontrer par rapport à la population générale. Les addictions, qu'est-ce que c'est quand on parle d'addiction, de quoi on parle? On vous a mis en diapositive la classification actuelle, celle qui est utilisée aujourd'hui pour qualifier l'existence d'un trouble. Je ne vais pas revenir sur les points parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce qui est important de noter quand même, c'est l'utilisation répétée qui fait que ça peut être physiquement dangereux pour les personnes ou qui les rend incapables de remplir des obligations majeures. On voit en point 3 le craving. Le craving, juste après, c'est le désir urgent de consommer, ce qu'on appelle le désir irrépressible de consommer. Au fur et à mesure des consommations, on parle bien sûr de la tolérance à la substance, quelle que soit la substance. On parle plus facilement d'alcool, mais pour toutes les autres substances, c'est valable également. Euh, le sevrage, les signes de manque qui se manifestent quand on ne consomme pas. Et on le revoit un petit peu au-dessus, mais aussi en point numéro 10, l'abandon ou la réduction des activités. Donc, on se centre plus sur le produit et on perd l'attrait pour toutes les autres activités. Euh, ce qui est important à noter également, c'est le point numéro 8, le désir de réduire ou de contrôler son utilisation, mais ne pas réussir à le faire. On va passer à la diapo suivante qui nous montre les différences de troubles. Alors ça, c'est la classification actuelle. Donc, selon les critères, quand il y a 2 ou 3 critères, on a un trouble léger, 4 ou 5, un trouble modéré, et 6 ou plus, un trouble sévère. Donc, une consultation avec un docteur. Les différents types de consommation, c'est finalement la classification telle qu'elle a été utilisée préalablement. On en a parlé tout à l'heure, j'ai parlé de consommation d'usage. Les consommations d'usage, entre guillemets, c'est les consommations qui n'amènent pas de retentissement somatique, donc de troubles physiques du fait de consommation, pas de dommages qui soient physiques ou psychiques. L'usage à risque, qui peut être déjà l'association entre les médicaments et l'alcool, l'utilisation d'alcool, enfin d'alcool ou d'autres produits à visée autothérapeutique, donc pour se soigner ou pour essayer de passer à une problématique psychique la plupart du temps, et l'apparition de dommages et de risques d'abus. Et l'usage nocif, donc on commence à avoir des complications somatiques, des dommages sociaux, familiaux, juridiques, un isolement social, et on rentre petit à petit dans la dépendance qui est le cas au-dessus. Alors, ce qui est important de noter, c'est les signes qu'on retrouve le plus fréquemment dans le cadre de consommation excessive ou répétée d'alcool chez la personne âgée. Donc, facilement le déclin cognitif et les capacités fonctionnelles. Donc, quand on parle de ça, on parle de troubles de la conscience, d'altération des repères spatio-temporels, le déclin des capacités fonctionnelles, difficulté à se mouvoir, un isolement social et familial par diminution des contacts avec l'extérieur, des accidents de la voie publique, que ce soit des chutes sur la voie publique ou sur les personnes qui conduisent encore des accidents, des troubles de l'humeur, de la dépression et une baisse des activités sociales après la retraite et après les, la fin des obligations. Euh,
On retrouve plus ou moins les mêmes signes chez la personne en situation de handicap vieillissante. On note principalement quand même les troubles du comportement et le désintérêt pour ces activités habituelles. Alors, les effets négatifs de l'alcool, alors pareil, c'est pour avoir une notion et pouvoir discuter avec les personnes que vous accompagnez, pouvoir exprimer les différents risques qu'il peut y avoir à la consommation d'alcool. C'est vrai chez la personne âgée parce qu'on retrouve plus facilement ces signes et symptômes chez la personne âgée, mais c'est vrai à tout âge. Donc, dans un premier temps, les risques cardiovasculaires, principalement dans un premier temps l'hypertension artérielle et les cardiopathies, les troubles digestifs, donc dyspepsie, qui peuvent être des reflux gastro-œsophagiens, des gastrites, signes neurologiques, polynévriques, on sent moins des sensations physiques au niveau des extrémités. Et donc, ça évolue forcément vers la carpatisation, une diminution des mouvements et des risques de chute, puisque quand on ne sent plus bien ses pieds, forcément, on a plus de mal à marcher et donc plus de risque de tomber. Et la démence alcoolique, qui est une évolution ultime des consommations. Donc, on se trouve plus facilement au niveau des consommations d'alcool fort. Les problèmes nutritionnels par carence d'apport principalement. Beaucoup de consommation d'alcool, ça permet de remplir beaucoup l'estomac. Si on remplit beaucoup l'estomac, on va moins se nourrir, ce qui peut donc amener à une perte de poids, une prise de masse graisseuse. Et donc, cette perte de poids, cette prise de masse graisseuse, augmente le risque cardiovasculaire, comme on en a parlé tout à l'heure. Les risques au niveau de la sphère ORL, donc bouche, nez, gorge, principalement. Attention à l'association donc, avec le tabac, comme on l'a noté, parce que principalement, il y a un effet cumulatif tabac-alcool et les autres produits également. Les risques orthopédiques, on en a parlé préalablement, le risque de chute qui augmente, risque de chute augmente le risque de fracture. On sait que les chutes chez la personne âgée, le risque principal, c'est quand même la fracture du col du fémur, qui a un fort risque de décès chez la personne âgée. Et en plus, les consommations sont pas testées pour les risques psychiatriques associés. On en parlait un petit peu avant, mais c'était la dépression et tous les autres troubles psychiques qu'on peut trouver chez les patients que vous accompagnez. Les autres addictions, j'ai parlé principalement d'alcool, c'est le premier problème auquel vous faites face en général, je pense, en population en générale. Mais à ça, souvent, s'associent les prises de médicaments. Donc, principalement les médicaments à risque chez la personne âgée, chez la personne en situation de handicap vieillissante, ça va être les médicaments qui vont amener à des troubles de la mémoire, à une fatigue plus importante, à des troubles de conscience quand il y a une prise excessive, qui peut être secondaire à des troubles de la mémoire, hein, justement. Mais donc, les benzodiazépines, quand on entend benzodiazépines, ce que vous pouvez voir le plus, ça va être des médicaments du type alprazolam, du type Télesta, du type Xanax, ces choses-là. Les hypnotiques type Zopiclone, type Zolpidem, que vous pouvez retrouver facilement dans la pilule des patients. Et donc, ces médicaments augmentent, donc, on a dit, les troubles de la mémoire et le risque de chute. Les autres médicaments, c'est les médicaments plus pour la gestion de la douleur qui peuvent amener à ces mêmes risques. Donc, chez les personnes âgées ou personnes en situation de handicap vieillissant, on va retrouver principalement les opioïdes dans un premier temps, entre guillemets, faibles, type tramadol, type codéine, qui peuvent être à risque, mais aussi les morphiniques, type skénan, type antiskénan, type patch biologique. On parle un peu des autres risques d'addiction, donc l'addiction avec produits, avec le cannabis.
qui représente les mêmes risques, plus le risque judiciaire, puisque c'est une substance illicite. Mais l'addiction au jeu avec, en général, principalement une problématique financière par derrière. L'addiction au tabac qui est bien sûr prédominante. On ne l'a pas noté là, mais bien sûr, le risque avec toutes les autres substances illicites, que ce soit actuellement, facilement, on entend beaucoup parler de protoxyde d'azote, mais on a facilement à disposition tout ce qui va être cocaïne, héroïne et autres produits illicites. Aparté. Alors, ça, j'ai retrouvé ce qui étaient les recommandations sur la structure médico-sociale, c'est d'intervenir en structure médico-sociale. Donc, bien sûr, dans un premier temps, toujours la prévention, le repérage et l'accompagnement. La prévention, ça passe toujours par le fait de réussir à en parler facilement, simplement, oser juste amener le sujet de l'addiction. C'est très simple, ça ne va pas être stigmatisant, mais ça permet de repérer, de discuter et de permettre un accompagnement plus simple. La première difficulté qui revient, c'est la difficulté d'en parler. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller vers les gens pour en parler. Et j'insiste sur le fait de ne pas être stigmatisant. C'est pas attention, vous buvez beaucoup, c'est ah, ben, j'ai remarqué que vous achetez de l'alcool. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec la substance? Ou bien on parlait du tabac, mais je vois qu'il y a des difficultés avec le tabac. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle? Euh, Par exemple, on en reviendra avec les situations cliniques juste après. Euh, Euh, donc, proposer un cadre d'accompagnement protecteur, bon, on en revient sur la suite, hein, à partir du moment où on en a parlé, on peut proposer quelque chose. Et donc, ça permet d'avancer vers quelque chose de pluridisciplinaire pour accompagner les personnes suivies. Repérer, co-évaluer. C'est la suite de ce que je vais dire. Sur le premier point, j'ai un petit peu parlé de tout le reste, hein. Mettre en place des actions sur la structure, et ça permet d'avoir des choses qui s'adressent pas à une personne en particulier, mais à tout le monde. Ça permet que tout le monde puisse en parler. Justement, on est dans la non-stigmatisation, encore une fois, hein. S'il y a une action mise en place dans la structure, à ce moment-là, tout le monde peut participer et les personnes peuvent se trouver plus facilement à interagir avec vous pour en parler, plutôt que si on vient aller vers elle directement. Euh, Suivre la mise en place, gérer la situation problématique, et agir auprès de l'entourage, bien sûr. La première personne à contacter, c'est la personne de confiance que vous avez autour, et essayer de lui poser la question, tiens, est-ce que vous n'avez pas remarqué euh, votre proche a une consommation qui augmente, a un problème par rapport à sa consommation? Alors, ça marche quand il y a un entourage. C'est pas toujours le cas. On a parlé d'isolement social tout à l'heure, et ça, c'est la principale difficulté. Donc, que faire? On en parlait. Donc, bah, intervention brève, on en parler ouvertement, sans stigmatiser. Maintenir le lien de confiance, c'est très important. Vous êtes souvent les premiers intervenants auprès des personnes accompagnées. Vous êtes le plus souvent des personnes qui rencontrent le plus souvent, euh, même s'ils ont des proches, des gens qui interviennent au quotidien, tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous avez des liens de confiance avec eux. Et donc, justement, maintenir ce lien de confiance, c'est très important. Et c'est pour ça que le but premier, c'est de ne pas braquer les personnes qu'on accompagne, et c'est de rester très ouvert et de juste en toucher un mot vraiment au coup par coup. Je sais que souvent, on se retrouve dans des situations qui semblent être urgentes et inextricables, et qu'on se dit, il faut que j'agisse tout de suite. Malheureusement, agir tout de suite et essayer d'agir de manière trop euh, brusque, brutale même, ça risque de braquer. Et donc, il vaut mieux y aller par petites touches. Ça peut prendre du temps, ça peut être
très difficile au quotidien. Et ça j'entends bien les difficultés que vous pouvez avoir avec les personnes que vous accompagnez. Mais distiller une petite touche d'accompagnement peut-être tous les jours, à chaque passage, par juste un mot, par juste une phrase, plutôt que d'essayer d'aller braquer la personne, enfin, malheureusement braquer la personne, euh, ça semble, ça semble contacter les proches, la personne de confiance, bien sûr toujours en accord avec le patient, la famille, l'appel, la tutelle, euh, pour permettre d'aider à accompagner par là, on le verra dans la situation d'après, mais quand il y a des dépenses d'argent trop importantes d'un bout, peut-être essayer de distiller l'argent progressivement, comme ça. Et contacter les partenaires, toujours en accord avec les patients, que ce soit les partenaires de soins médicaux, médecins généralistes, IDE, les centres de soins d'odontologie locaux. C'est destiné un peu partout sur le département et on pourra vous mettre une liste des structures et les structures de soins d'accompagnement social, biométrique, et tout, c'est réduire les risques, attention à la conduite automobile, en effet. Se poser la question de est-ce que les consommations actuelles permettent une poursuite de la conduite automobile? Pareil, on n'est pas là pour braquer les gens et diminuer leur autonomie et enfin, c'est important de garder le lien, justement. On parlait de lien social initialement, mais empêcher une personne âgée de conduire, c'est l'isoler socialement. Mais d'un autre côté, lui permettre de conduire avec des consommations excessives, c'est aussi à risque. On en a parlé, accident de la voie publique. Hein. Euh, voilà. Et l'adaptation du lieu de vie, des thérapies. Et attention, j'insiste fortement là-dessus. Absolument jamais tenter d'arrêter l'alcool directement sans recours médical. Le sevrage en alcool, surtout chez la personne âgée, chez la personne en situation de handicap vieillissant, l'arrêt brutal d'alcool, c'est très à risque et ça doit être encadré médicalement, surtout chez ces personnes fragiles. Alors, Donc, passer aux situations politiques, oui, on va arriver sur la partie analyse croisée. Donc, je vais laisser la parole à Céline Cascarman, qui va vous présenter les 4 situations remontées par les partenaires locaux pour justement cette analyse croisée. Bonjour à tous. Effectivement, merci aux partenaires qui ont partagé des situations pour que ça vous parle. Du coup, ça va être une analyse autour d'une situation. Donc, la première situation, c'est un homme âgé de 61 ans en isolement social qui présente un handicap physique et psychique post-AVC, donc après après avoir fait un AVC. Il a 4 passages suite à sa prestation compensatoire du handicap par jour. Il a une augmentation des consommations d'alcool. Il est hétéro-agressif, c'est-à-dire qu'il est agressif envers les autres de manière verbale et physique. Et du coup, ça présente un épuisement total des aidants et qui commence à multiplier les droits de retrait. Donc, Monsieur Samir Louichi, je vous laisse la parole pour dire un peu votre analyse de cette situation. Que faire? Bonjour à toutes et bonjour à tous. La situation, quand même, qui est un peu délicate, parce que c'est une situation qui peut arriver, pas classiquement, mais qui peut se répéter occasionnellement dans votre pratique. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'éléments sur cette situation. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une vraie difficulté, en fait, lors des passages au niveau des activités de vie. En fait, la personne âgée avait beaucoup de comportements agressifs, beaucoup de propos déplacés, etc. Et par contre, on pouvait remarquer qu'avec d'autres professionnels, par exemple avec une cadre qui venait justement de l'association, etc. Finalement, il pouvait y avoir un début de dialogue. Donc, je dirais une des premières bases dans ce genre de situation, c'est finalement de prendre un peu de recul. Et par exemple, s'il y a une intervention, alors pour le départemental, ça peut être une assistance sociale de secteur, ça peut être aussi le CCAS, etc. C'est de pouvoir intervenir, pas forcément tout seul donc, au domicile, mais en binôme,
avec un partenaire. Ça peut être par exemple là une personne de l'association, ça peut être aussi une personne qui fait partir d'un réseau partenarial, type le clinique, Maria, etc., etc. Pouvoir en fait parler avec cette personne-là. Le but, ça serait finalement de pas à chercher à la confronter, pas chercher finalement à se confronter à elle, mais plutôt d'avoir un point de vue un peu plus distancé et de pouvoir vraiment faire un constat avec elle de sa situation actuelle. Donc ça, de manière générale, par rapport à sa situation financière, par rapport à sa situation sociale, sa situation somatique, mais aussi sa situation par rapport à l'alcool. Donc en fait, pour vous aider, vous prenez concrètement, notamment par rapport à l'alcool, à ce qui se passe. Parce qu'on sait que finalement, dans ce qui est rapporté, que l'alcool apporte deux types de problèmes. Il apporte un premier problème au niveau familial et il apporte un second problème, c'est au niveau justement des environnements domicile. Donc là, vous essayez de reprendre ces problématiques-là avec la personne en lui demandant voilà, est-ce que finalement l'alcool, est-ce que c'est pas dérangeant finalement dans les relations avec sa famille, est-ce qu'ils se sentent pas du coup plus en difficulté aussi pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir entendre les choses, pour pouvoir discuter avec les personnes qui sont dans son environnement, comme les environnements qu'il y a tous les jours chez lui. Et après, si vous sentez que c'est un peu plus compliqué, vous décalez finalement la conversation en parlant plutôt de l'utilité de l'alcool. En fait, donc là, on serait plutôt sur le vécu personnel de la personne âgée. Finalement, à quoi ça lui sert cette alcool? Et là, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus intimiste. Vous allez sur quelque chose de beaucoup plus subjectif et vous décalez de la problématique. Donc, vous n'allez pas en confrontation directement avec la personne. Et puis là, vous pouvez aussi élargir quand il y a cette utilité si finalement la personne en a beaucoup besoin, c'est que finalement, peut-être qu'il y a des difficultés, mais est-ce que l'alcool vient vraiment l'aider, en fait, à ce moment-là? Et là, c'est partir sur une position comme finalement au départ, vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la confrontation, c'est justement vous prenez une position pour juste essayer finalement de comprendre cette personne. Et c'est bien de pouvoir le faire à deux. Comme ça, en fait, il n'y a pas une relation duel qui s'installe en fait entre vous deux. Si c'est une personne qui peut être beaucoup dans la confrontation ou qui peut, voilà, parce que ça peut s'expliquer par rapport à différents handicaps. Des personnes se plaignent qui ne vous entendent pas très bien. Alors, on va mettre votre micro. Comme ça, Je vais votre micro, on va couper. Je vais remettre et puis je vais rapprocher comme ça. Ça va peut-être mieux vous entendre pour votre voix. Voilà. Ouais, sinon, vous pouvez mettre de la voix. On aura un peu tourné, hein, ça va pas. Merci. Alors, euh, et justement, en fait, dans cette idée de ne pas rester seul finalement avec cette difficulté et cette situation-là, c'est de pouvoir finalement faire le maillage le plus important et le plus large possible. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le médecin généraliste, avec l'accord du patient. Il ne faut pas non plus hésiter à prendre contact avec type des services ou des structures en gériatrie, en psychiatrie, type CMP, type équipe mobile de gériatrie. Ne pas oublier aussi d'autres partenaires comme les clics et les Maya. Le but de ça, c'est que finalement, quand vous allez avoir une prise de recul et comme la situation là semble se cristalliser, c'est de pouvoir avoir le plus grand éventail de solutions possibles. Et en fait, c'est de pouvoir réfléchir ensemble avec plus de partenaires, parce que là, finalement, la difficulté de monsieur, elle est multiple. C'est finalement quelqu'un qui est déjà en situation de handicap, c'est quelqu'un qui présente des conduites addictives, c'est une personne aussi qui vieillit, c'est une personne qui finalement s'isole aussi progressivement. Donc, vous voyez, finalement, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et là, finalement, ça peut être assez intéressant de pouvoir intervenir avec différents partenaires sur cette situation-là. Ouais, le Si- sait déjà, mais je peux pas être envoyé. Il y a une personne qui a laissé son micro. Si vous pouviez penser à le couper, s'il vous plaît. Merci.
Hop. Euh, voilà. Après, oui, alors il y a quelque chose aussi d'intéressant il y a deux choses aussi dans ce type de situation, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a déjà, monsieur n'est pas tout seul, en fait, il y a une voisine, en fait, qui est avec lui, qui vient l'aider, et c'est même elle qui lui apporte l'alcool. Alors, faut pas forcément lui dire, faut arrêter de prendre l'alcool, faut plus faire les courses, etc. Mais déjà, on peut déjà lui proposer finalement un accompagnement, parce que maintenant, les personnes qui aident des personnes en difficulté, en fait, qu'on appelle les proches aidantes, peuvent se faire aussi accompagner dans des structures spécifiques. Par exemple, là, sur le CH de Locato, on a la maison des aidants. Donc, cette personne-là, déjà, peut respirer un peu par rapport à cette situation-là, parce qu'elle doit être aux prises avec quelque chose qui doit être compliqué finalement pour elle. Et elle pourra aussi finalement être aiguillée, être orientée et trouver différentes solutions. Il y a aussi autre chose qu'on peut envisager, c'est finalement pour les auxiliaires de vie qui vont là-bas, c'est de leur pouvoir leur proposer une aide, que ça soit des intervisions, peut-être des supervisions. Et je rebondirai en fait sur ça par rapport à toutes les situations qu'on va venir voir en fait finalement sur ce webinaire. C'est qu'il est important autant pour vous que pour les personnes qui vont finalement accompagner cette personne âgée-là, ce serait d'avoir des sensibilisations plus fréquentes avec des supports, c'est des flyers, c'est de la documentation, c'est des podcasts, c'est des vidéos, comme cette vidéo après qui va se retrouver notamment sur YouTube. Euh, alors, à la fois sur des outils, sur de la pratique, mais aussi sur des données que vous allez avoir sur les personnes âgées, sur les conduites addictives, etc. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, parce que c'est compliqué, comme disait justement le docteur Rafou tout à l'heure, c'est que vous êtes finalement vous êtes au front, finalement vous allez rencontrer souvent prioritairement en premier contact ces personnes-là. Donc c'est vraiment de demander de ne pas rester seul avec des situations compliquées et de pouvoir demander des intervisions et des supervisions en fait pour pouvoir travailler. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose d'une remise en vous de votre pratique, c'est finalement quand vous êtes en difficulté, ça peut être intéressant de pouvoir en échanger avec des collègues, voire même avec un superviseur, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une situation. Et notamment aussi, encore une fois, par rapport à cette situation-là qui représente pas mal de difficultés, c'est de pouvoir aussi, peut-être, si vous en avez l'envie ou si vous avez cette curiosité, de pouvoir vous former à des approches spécifiques comme par exemple les entretiens motivationnels, la communication non violente, qui vont servir de levier et justement qui vont vous apprendre à pas partir en confrontation et peut-être même de travailler avec ce qu'on peut appeler la résistance en fait des patients ou des personnes. Les personnes au début, par exemple, vont être dans le déni, elles vont rejeter les choses, elles vont chercher à se confronter et finalement par ces méthodes-là, finalement, vous faites la bascule et vous permettez de travailler finalement cette force-là, cette énergie que mettent ces personnes-là dans une forme de résistance, vous pouvez finalement l'utiliser différemment. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter. Est-ce que le docteur Colella ou Anno veut ajouter quelque chose? C'est moi qui commence. Pardon. Vous me dites que c'est pas- Ou alors peut-être activer votre micro directement ici. Donc cliquez là. Je vais couper le lien. Hop. Allez-y. Donc, l'avis du gériatre ou l'aspect gériatrique, donc c'est un monsieur de 61 ans qui est quand même relativement jeune, mais qui a un parcours de vie difficile, compliqué. C'est un monsieur qui vivait auparavant avec sa maman, qui est, elle, également malade, qui a changé de domicile, qui est handicapé et qui a un problème d'alcool relativement important parce que déjà rien que le matin, il est déjà en état d'ébriété. Donc, au niveau des entretiens avec les personnes qui viennent le prendre en charge, c'est déjà difficile rien que le matin, hein. Donc, c'est quand même une situation qui est quand même relativement difficile. Il est bien entouré, le plan de soins a bien été organisé. On n'a pas ces médicaments, donc on ne sait pas s'il y a certaines médications qui peuvent interagir avec ce problème d'alcool, notamment les anticoagulants, avec le risque de chute et le risque de complications. Euh, L'aspect psychologique, c'est un monsieur qui doit avoir une histoire de vie compliquée, je pense, qui doit avoir un vécu difficile avec sa maman qui est malade, il a été obligé, entre guillemets, de changer de lieu de vie parce que je pense que psychologiquement, il avait du mal à affronter
comment dire, la maladie de sa maman, une ambivalence de l'abandonner et le lien qui n'est plus effectif avec sa maman, avec sa fratrie, avec son frère qui ne vient plus le voir. Voilà. Un problème d'alcool qui est difficile à gérer parce que il est quand même très important. Euh, Difficile à prendre en charge à la maison parce que les personnes qui interviennent ont peu d'autorité. Il faudrait voir le rôle du médecin là-dessus, déjà pour essayer d'amorcer et d'avoir un dialogue sur sa consommation excessive, pourquoi il consomme autant, pourquoi il en a besoin. Et avant d'envisager une prise en charge effective, il va falloir programmer une prise en charge de soins, un projet de soins, hein, pour pouvoir le sevrer, pour pouvoir, alors, ou soit diminuer dans un premier temps ses consommations et le sevrer, hein, ou bien avoir profité d'une rupture dans sa vie, d'une hospitalisation, un événement intercurrent pour pouvoir aborder et agir sur cette. Et alors là, la question, les professionnels vous posez la question quand c'est un monsieur qui refuse du coup toute forme de soins. C'est difficile Comment parce on que, peut- comme tout, la maladie alcoolique est une maladie comme une autre. On peut être diabétique et refuser de se faire soigner. On peut avoir un asthme, une maladie cardiaque, être obligé de comment dire, de se soigner. C'est une maladie comme une autre. Il faut l'aborder comme une autre, comme toute maladie. Par contre, il y a un aspect psychologique qui fait que il y a un a priori, un retentissement différent dans la prise en charge de la maladie alcoolique, comme pour les patients psychiatriques, pareil. C'est pareil. Euh, L'alcool, c'est un élément de convivialité. C'est bien. On va en réunion, on prend de l'alcool. Il faut que ça reste de façon conviviale et raisonnable. Tout abus, quel qu'il soit, est délétère. Hein. Donc, la prise en charge, il faut l'adéquation du patient. Tant que le patient n'est pas en, comment dire, adhérent à la prise en charge aux soins au fait qu'il a une maladie alcoolique. C'est ça aussi. Psychologiquement, il faut qu'il intègre le fait qu'il est malade. Que de trop consommer, il est malade. Prendre un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts, comme on disait dans le temps. Mais c'est ça, c'est vrai. Par exemple, peut Alors, le professionnel peut. faire juste remarquer ses troubles de comportement, lui dire Ouais. qu'il est. Alors, c'est difficile parce que, après, je vais laisser la parole à Monsieur Raffo. C'est difficile parce que, comme dans toute maladie, il y a un déni, un refus, un peur de la maladie. Psychologiquement, c'est l'aspect psychologique. C'est pour ça qu'on commence toujours par le psychologue. L'aspect psychologique de la maladie est quand même très particulier. Tant que la personne n'a pas franchi quelques obstacles, il sera toujours en refus de soins. Après, comme il disait le docteur Rafou tout à l'heure, le temps que le patient il prenne conscience de la maladie et qu'il accepte d'être pris en soin, les soignants, ils ont quand même de leviers, ils ont quand même des actions à faire. On parlait de l'ergonomie de la maison, voir si le patient il a par exemple un escalier à monter ou descendre dans sa vie quotidienne. Voilà, il faut peut-être faire ce bilan d'ergonomie parce qu'il y a un risque de chute. Là, il y avait un patient qui avait un antécédent d'AVC. Du coup, c'est fort probable qu'il y a des médicaments anticoagulants plus ou moins forts. Du coup, un médicament anticoagulant avec un risque de chute parce que déjà, il y a un handicap. Du coup, je suppose qu'il est en difficulté à la marche, etc., etc. Ça se peut qu'il y ait en difficulté à la marche ajouté à la consommation rien que d'alcool, mais c'est un risque de chute et ça peut empirer la situation parce que si vous avez déjà fait un AVC et que vous prenez des médicaments anticoagulants et que vous tombez des escaliers et que vous faites un hématome cérébral, mais ça peut avoir des séquelles qui vont empirer votre situation. Du coup, déjà dans un premier temps, essayer de faire passer de faire un bilan de l'ergonomie de la maison du patient
Et cela, ça peut être aussi un levier à utiliser par la suite pour dire aux patients, vous voyez, vous avez un problème avec l'alcool, on a été obligé de réadapter votre lieu parce que si vous tombez, là, ça peut être plus grave. Du coup, en fait, c'est pas seulement le problème alcool, mais vous voyez, il y a un exemple concret de comment l'alcool, il peut impacter des situations ou une autre maladie, en fait. Du coup, en fait, vous avez une maladie, vous avez fait un accident vasculaire grave. Là, il vous a amené à avoir un handicap. Mais là, aujourd'hui, de ce fait, vous avez du mal à vous déplacer. Mais avec l'alcool, ce symptôme-là d'une maladie qui n'a rien à voir avec l'alcool, peut-être, il peut s'empirer. Et mais du coup, vous pouvez plus, vous devez moins monter à l'étage. Et si vous êtes alcoolisé et que vous tombez, les conséquences, ils peuvent être gravissimes. Et si le patient il refuse encore, le médecin il pourrait décider avec le risque de chute de réduire l'anticoagulation et de dire, vous voyez, si nous sommes obligés de réduire ou arrêter l'anticoagulation parce que vous tombez souvent, mais à ce moment-là, le risque que l'AVC il revienne, il est supérieur en fait. Du coup, vraiment, chez les patients handicapés, âgés, qui consomment une substance, il a ce risque de chute qui, en fait, il est vraiment un déterminant majeur et aussi un levier. Parce qu'en fait, ça touche aussi non seulement leur problème d'alcool, mais ça touche aussi leur mobilité, qu'elle peut s'empirer. Et aussi le fait que si consomment de l'alcool et qui, à cause de cela, parce qu'ils tombent, on est obligé de réduire l'anticoagulation parce que s'il tombe, c'est pire. Mais à ce moment-là, il y aura quand même le risque d'AVC qu'il va revenir en fait. Et ça, après, il faut l'expliquer au patient. Après, il prend ou il ne prend pas, c'est lui qui choisit. Mais c'est des risques que, on doit expliquer d'une façon claire. Simplement pour finir l'explication du docteur Colella, il y a une éducation thérapeutique à effectuer pour tout patient qui est suivi notamment avec les médicaments anticoagulants. Ça, c'est la première chose. Donc, que ce soit au décours d'une hospitalisation ou par le médecin traitant ou par l'infirmière, il y a toujours une éducation à effectuer, notamment chez les personnes âgées, pour les mettre au centre de leur prise en charge de soins, hein, et leur apprendre les effets bénéfiques, les effets indésirables des médicaments et les conséquences qu'il peut y avoir. Ça, c'est la première chose, première remarque. Deuxième remarque, et puis je laisserai la parole à Monsieur Rafou, au docteur Rafou, se poser la question de savoir pourquoi la personne prend de l'alcool et quel manque pallie cette prise d'alcool. Pourquoi la personne prend de l'alcool. Et je laisse la parole au docteur Rafou. Je vais aller. Alors, on a parlé beaucoup de la mobilité du patient. C'est pour aussi étendre un petit peu parce que ce monsieur, mais en effet, il y a la question de chute du lit quand même, etc. Et c'est vrai que si vous avez d'autres patients qui, eux, sont encore mobiles, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut tout à fait réévaluer. Là, moi, je voudrais revenir sur deux choses parce que je pense quand même que c'est des choses qui posent problème au quotidien. La violence. La violence du patient, et ça, c'est ce qui est le plus difficile des choses à faire face. Je pense que quand il y a de la violence, ce qui est important, c'est vraiment de reprendre avec le patient ce qu'il est en train de faire. Ça permet aussi aux gens, même alcoolisés, hein, de faire réaliser à la personne qui est en face de nous et qui est agressif, tiens, et vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire ça, et ça permet des fois de faire un petit peu baisser le niveau d'agressivité. Alors, quand c'est de la violence verbale, de lui dire, vous vous rendez compte que vous êtes en train de me dire ça, est-ce que vous vous rendez compte que c'est anormal? Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, en effet, face à la violence, il faut mieux s'extraire du logement et puis le laisser. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui permet d'essayer de faire réaliser à la personne, regardez ce que vous êtes en train de faire, et si la personne peut encore prendre du recul, et ce n'est pas toujours possible, entre les alcoolisations,
entre le déficit cognitif et psychique qu'il peut y avoir suite à deux AVC, mais c'est regardez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Si vous voyez que c'est pas normal, peut-être que ça va permettre de faire redescendre. Donc ça, je pense que c'est important parce que là, on a quand même l'épuisement des aidants, que ce soit les aidants, la voisine, mais que ce soit aussi tous les intervenants qui viennent par rapport à la prestation de compensation du handicap. Et donc ça, euh, pour vous, ça me semble important de réussir à lui faire prendre du recul par rapport à ce qu'il est en train de faire. La deuxième chose, c'est en effet amener le patient vers le soin. C'est vraiment le plus important, on en parlait tout à l'heure, mais au quotidien, dire bah, là, je vois que vous êtes alcoolisé ou j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile de communiquer aujourd'hui avec l'alcool et de pouvoir petit à petit lui dire est-ce que vous voulez pas qu'on en parle? Est-ce que vous voulez pas qu'on en parle à votre médecin traitant? Est-ce que vous voulez pas que voilà, comme le disait le docteur Arnaud, je pense, à un moment, l'amener vers le soin, que ce soit une consultation avec le médecin traitant à domicile, a priori, les équipes mobiles d'addictologie qui existent aussi et qui peuvent, pour les patients en rupture de soins ou les patients éloignés du soin, intervenir. Les équipes mobiles, euh, et, et peut-être aller vers l'hospitalisation qui peut permettre d'amener encore un petit peu plus ce patient vers le sevrage. La dernière chose, et je termine, c'est se poser la question de l'adaptation du logement et de la redirection progressive vers une structure consensuelle. Ouais. Alors, on va peut-être passer à la situation 2. Alors, on est du coup sur une situation maintenant sur un homme de 59 ans qui a une déficience psychique ancienne, qui a une reconnaissance MDPH, qui est actuellement en rupture de soins et qui consomme 10 bières par jour et 10 à 15 cigarettes par jour. Donc, Monsieur Wifi, je vous laisse faire la première analyse psychologique. Merci. Déjà, ce qu'on peut voir en fait dans cette situation, c'est qu'il y a deux choses. C'est que finalement, il y a ces antécédents anciens et il y a ces consommations qui sont toujours présentes. En fait, une des premières problématiques, c'est sa rupture en fait du soin. Et son diabète n'est plus suivi depuis plusieurs années. Donc, on ne sait même pas finalement de comment il fait chaque jour. Est-ce que finalement il arrive à suivre finalement son traitement? Est-ce qu'il arrive encore à faire attention? Est-ce qu'il a encore les bons repères, etc. Et on voit que c'est un patient aussi qui est plutôt conciliant. Il est plutôt ouvert, on peut lui parler assez facilement et assez aisément. Donc finalement, c'est avec son accord déjà de lui demander directement s'il serait possible de reprendre contact avec son médecin traitant pour en fait déjà avoir une réévaluation de son diabète, de ses traitements et pour pouvoir aussi, comme on parlait le docteur Anno tout à l'heure, d'une éducation thérapeutique, mais oui, parce que c'est quelque chose de très, très important. En fait, ça permet au patient d'être au cœur finalement de sa prise en charge, mais aussi de comprendre pourquoi il fait les choses. Parce que parfois, les patients ne comprennent ni leur maladie, ni les traitements, ou ils ne font pas le lien finalement entre les deux. Et pour aller un peu plus loin, si ça c'est possible et envisageable pour cette personne-là, on peut imaginer par exemple de mettre en place une aide à domicile pour vérifier la prise de traitement, pour renforcer aussi l'éducation thérapeutique et peut-être aussi d'avoir différents outils, puisque c'est un patient qui a peut-être des troubles cognitifs. En fait, en tout cas, au niveau de la mémoire, ça semble compliqué pour lui. Donc, on peut peut-être mettre en place un système de piliers, un système aussi de calendrier pour la prise de médicaments. Pour le côté plutôt prise en charge des conduites addictives, c'est quelqu'un qui finalement les montre facilement, en parle facilement parce qu'il parle même, enfin, il arrive à observer l'ensemble de ses consommations. Donc en fait là, c'est justement quelque chose de bénéfique finalement dans une intervention parce qu'on pourra revenir directement dessus. Dans un premier temps, on va reprendre avec lui à quoi ça lui sert finalement toutes de ces consommations. Est-ce que c'est pour du plaisir? Est-ce que c'est parce que c'est un anti-stress? Est-ce que c'est finalement pour contrer l'ennui? Est-ce que c'est pour soulager des émotions, des pensées désagréables? Et si même finalement le monsieur ne sait pas forcément, en tout cas il n'a pas l'idée quand vous abordez directement la question, en parlant avec lui, il y a quelque chose qui va cheminer. Et finalement lui-même va se poser la question. Et vous pourrez revenir aussi après, dans un second temps, sur les risques et sur les conséquences
en fait de l'alcool en fait finalement chez lui parce que c'est un monsieur quand même qui consomme beaucoup, que ce soit au niveau tabac, au niveau alcool. Donc une des premières conséquences souvent c'est financière. La conséquence de santé souvent chez les patients ça peut marcher. Il y a des patients qui ont une prise de conscience sur ça, mais finalement en termes de risque sur la santé, souvent il y aura un effet de résistance et de confrontation. Vous pouvez partir finalement sur d'autres conséquences sociales et notamment la conséquence financière, ou même par exemple dans son autonomie de vie. C'est quelqu'un quand même qui arrive encore à faire ses courses, c'est quelqu'un qui arrive peut-être à tenir des comptes, qui a peut-être ses activités, à voir si justement l'alcool là lui pose pas de problème en fait dans la vie pour pouvoir réaliser ses activités de tous les jours. Et est-ce qu'il en garde aussi un certain plaisir de ces activités de tous les jours. Et le but, comme finalement dans la première situation, c'est juste d'avoir une position qui est non jugeante, qui soit vraiment dans la compréhension, qui soit vraiment du point de vue du patient ou en fait en tout cas de la personne. Comme ça va vous aider en fait très facilement à garder un lien de dialogue et ça va aussi travailler ce qu'il faut travailler notamment dans la première situation et c'est pareil dans la deuxième, ça sera pareil dans les suivantes, c'est la relation de confiance. Notamment avec la relation de confiance, c'est là où ça peut faire levier. En fait, quand une personne vous fait confiance, vous serez plus à même à poser peut-être des questions délicates ou à soulever des choses un peu plus délicates et la personne en face de vous aura peut-être plus aussi de facilité à pouvoir se remettre en question. Euh, et le but de tout cet exercice-là, de tous ces échanges-là, c'est de remettre finalement en question ces consommations qui peut-être pour elles voilà, sont quotidiennes. Alors peut-être c'est problématique, mais il ne se pose pas la question d'un changement, sauf que finalement, vous pouvez dire que c'est possible, que cette personne peut finalement être aidée, soit pour une gestion, une diminution, ou même un arrêt des consommations. Et comme cette personne reste ouverte, ce qui peut être fait après ces différents échanges, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être fait, en fait, quand la personne se sent un peu plus prête à ça, vous pouvez proposer, par exemple, un rendez-vous dans un XAPA, dans un centre de soins ambulatoire et de prévention en addictologie. Il y en a plusieurs sur le secteur. Vous pouvez même les appeler en amont pour avoir des informations, avoir des outils ou avoir de l'aide pour aborder aussi le sujet avec le patient. Et en fait, vous pouvez même proposer de l'accompagner. Donc là, en fait, dans la situation, il y avait une assistante sociale de secteur, ça peut être cette personne-là, ça peut être un proche, ça peut être aussi un éducateur ou une éducatrice sur du SAMSA, parce que c'est aussi évoqué dans la situation, pour finalement un premier contact. Donc le but, c'est pas de le faire changer au premier rendez-vous, c'est bien de lui expliquer, c'est que c'est un premier contact avec des professionnels qui sont formés en addictologie et qui vont pouvoir finalement essayer de le comprendre, essayer peut-être de lui proposer des solutions, en tout cas d'en discuter avec lui dans un premier temps. Et donc là, il y aura une évaluation addictologique qui sera faite à ce moment-là et qui sera adaptée selon, par exemple, les besoins de monsieur. Et donc, en fait, d'un papa, ça peut être un suivi en ambulatoire. Donc, le patient viendra voilà, à ses rendez-vous. Ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ou alors, si le XAPA évalue que les consommations sont trop importantes ou que monsieur, au vu de son état physique, psychique, nécessite une hospitalisation et c'est aussi en adéquation avec le projet de monsieur, là, ça peut être une cure, après avec une post-cure, etc., etc. Malheureusement, voilà, on est un peu pressé par le temps. Je vois qu'il est déjà -5. Peut-être très rapidement, si quelqu'un a un petit point à rajouter, genre très rapidement. Très rapidement. Voilà. Autonome, mais qui a besoin d'un accompagnement. On voit bien que pour ses traitements, pour son suivi médical, pour ses papiers de sécurité sociale ou autre, il a besoin d'être aidé. Voilà, Je veux dire. juste pour appuyer ce ce qu'il dit Régis, là, pour moi, au vu du traitement qu'il y a, au vu de la pathologie qu'il y a, l'urgence première, c'est l'accompagner dans la prise en soin globale et pas attaquer avec la dictologie, en fait. Son problème d'alcool, il vient dans un certain temps. Comme vous voulez que voilà, quelqu'un qui a de l'hélicis, de la trinitrine, voilà, il y a un traitement assez lourd, on voit qu'il y a vraiment un besoin de se poser avec le patient, faire le point avec toutes ces maladies chroniques. L'alcool, ça devient vraiment après, parce que si il ne prend pas en charge ces maladies chroniques, c'est là, il est beaucoup plus grave. C'est ce qu'on fait en addicto, ça nous arrive souvent, qu'on a des patients en cure et qu'à la fin, tout compte fait, on fait aussi tout ce qui est somatique. Mais là, la vraie urgence, c'est l'accompagnement de ce patient dans la prise en soin
plus dans le global pour qu'on fasse un bilan voilà, général sur son état de santé et qui par la suite on aborde, comme ils l'ont très bien expliqué, la problématique de l'alcool. Mais là, c'est vraiment qu'il soit mis dans les rails de la prise en soin, en fait. Ça peut être un biais aussi. Tout à fait. Alors, désolé du coup pour les partenaires qui nous ont partagé plusieurs autres situations. Alors, il y avait notamment une situation autour, alors voilà, là c'était pour des conduites de seniors où on remarque du coup dans les courses des personnes des achats d'alcool en très grande quantité chaque semaine, que la personne est en déni des consommations et comment aborder le sujet. Alors là, j'inviterai peut-être du coup le docteur Wishy à nous préparer ses notes. Monsieur Wishy, pardon. Alors, on pourra du coup vous transmettre tout ça dans le PowerPoint qui vous sera remis à l'issue de ce sujet. Et également, il y avait aussi une situation d'une femme de 68 ans qui avait une déficience psychique ancienne, sous tutelle, qui consomme son tabac mensuel en 1 ou 2 semaines, en fait, qui achète son stock de tabac mensuel, mais qui le finit en 1 à 2 semaines, qui, du coup, à l'issue de ça, le reste du temps, harcèle le voisinage et se met en danger. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue pour la conclusion. Donc, un grand merci à tous pour votre présence. Merci également au docteur Rafou, docteur Hano, docteur Kolela et monsieur Wishy pour leur participation et contribution sur cette présentation. Donc, comme à l'accoutumée, vous recevrez prochainement le support de présentation agrémenté du coup des échanges restant sur l'analyse croisée qui a été présenté aujourd'hui, ainsi que la FAQ. Donc, bonne journée à toutes et à tous.